bienvenue de nouveau à tous pour ce dernier temps d'information prévu sur ces 2 semaines relatif à l'alternance à l'université. Le thème d'aujourd'hui, c'est un thème qui est assez stratégique, assez central, hein, puisque nous allons traiter des démarches à mener pour aboutir et donc trouver une entreprise d'accueil pour votre alternance. Donc, je suis Hélène Denol, je vais co-animer cette réunion avec mon collègue Grégory Butel. Et donc, nous sommes tous les deux partie d'une équipe de développeurs de l'alternance à l'université. Notre rôle est d'accompagner vos projets d'alternance à l'ULCO. Pour rappeler le contexte de la mise en place de ces réunions d'information, nous sommes dans des temps, on va dire, un peu particuliers, hein, puisque logiquement, ces temps de réunion d'information se font en présentiel, pardon. Malheureusement, nous ne pouvons plus accueillir de public pour le moment, mais nous avons pensé tout de même important de maintenir des temps d'information et surtout de pouvoir, en ces temps particuliers, répondre à des questions qui pourraient rester en suspens sur l'alternance et sur la manière dont elle va pouvoir se mettre en place à la prochaine rentrée universitaire. Donc, on a vraiment découpé le sujet autour de 4 thèmes que nous avons traités sur ces 2 dernières semaines, sur des présentations qui sont très ciblées. Donc, les présentations durent environ 10. Alors, celle-ci, elle va peut-être être un petit peu plus longue, peut-être 10 à 15 minutes. Et nous passerons très rapidement ensuite à un échange, un chat qui est disponible, comme vous avez pu le voir, pour que vous puissiez poser toutes les questions qui restent encore en suspens au sujet de l'alternance de façon générale. Un autre point que je voulais souligner avant de démarrer, c'est que vous êtes tous à des niveaux d'information qui peuvent être différents. Certains peuvent être au tout début de la démarche, certains peuvent être déjà en recherche d'entreprise. C'est tout à fait intéressant pour le groupe et il ne faut pas hésiter à partager, puisque c'est là qu'est la richesse des échanges. Hein, ça permettra au groupe de profiter de l'expérience de chacun. Je voulais aussi appuyer sur un dernier point. Vous êtes peut-être déjà en relation avec votre chargé de développement alternance. Il reste bien évidemment votre interlocuteur privilégié. Les informations que vous pourrez avoir aujourd'hui viennent en complément de ce que vous avez déjà pu recevoir. Et j'insiste bien sur le fait que ça reste bien votre interlocuteur privilégié. Je vous propose de démarrer avec donc ce thème de la recherche d'entreprise en alternance. Premier aspect, donc pour moi, ça c'est un peu l'étape, j'allais dire l'étape 1, mais c'est même l'étape 0. L'étape 0 qui est de pouvoir formaliser votre projet professionnel avant de vous engager dans vos démarches de recherche d'entreprise. C'est vraiment un axe central pour moi. Alors pourquoi? Tout simplement parce que pour se mettre à la recherche d'entreprise, il faut savoir ce que l'on recherche déjà. Ça, c'est hyper important parce qu'on risque il n'y a pas trop de chances de trouver si on ne sait pas ce que l'on cherche. Et donc, de bien préciser déjà dans un premier temps le métier visé dans le cadre de votre recherche d'alternance. Pouvoir aussi préciser le secteur d'activité dans lequel vous allez rechercher, le secteur géographique et également être bien conscient des prérequis nécessaires pour l'exercice du métier. Donc, ce sont des éléments qui sont vraiment essentiels pour justement pouvoir ensuite bien cadrer votre recherche de contrat, savoir où chercher, savoir quelles entreprises cibler. Et ce sont vraiment les premiers aspects à maîtriser pour ensuite vraiment avoir une démarche de recherche d'entreprise pertinente. Alors, la pertinence par rapport à tout ce qu'on a évoqué, mais c'est justement en définissant le métier, d'être bien conscient des débouchés possibles sur le secteur géographique que vous aurez défini, de ce fait de pouvoir identifier les recruteurs potentiels et donc de pouvoir identifier les entreprises
à contacter, celles qui pourraient effectivement vous accueillir en alternance et répondre à votre projet. Et c'est aussi être bien conscient des atouts à mettre en avant, des atouts de votre candidature, donc par rapport aux prérequis que vous aurez définis précédemment. Donc vraiment, étape zéro pour moi, avant toute démarche, être au clair là-dessus pour ensuite pouvoir bien cadrer et cibler vos démarches. Je vais passer la parole à Grégory pour la suite. Donc voilà, par rapport à la recherche d'entreprise, il est important aussi que ce soit vous qui soyez plutôt acteur de la démarche et pas forcément spectateur. Donc c'est vrai qu'on aura une tendance à répondre par la négative à la question suivante, c'est-à-dire souvent on nous sollicite en nous disant si on a une liste d'entreprises. Aujourd'hui, nous, notre posture, elle a été depuis plusieurs années de dire non, on n'a pas de liste d'entreprises. Les entreprises avec lesquelles on est partenaire, on a la capacité de transmettre les informations et les offres, donc on ne va pas vous transmettre ces listes. Par contre, on va davantage dans une optique de valoriser et d'encourager les profils beaucoup plus acteurs, notamment par rapport à un réseau professionnel. Donc, chacun a son réseau. Le réseau, il commence déjà à sa cellule familiale, hein, il va s'agrandir au fur et à mesure. Donc, il y a aussi une nécessité pour vous de communiquer sur votre recherche d'alternance et donc recherche d'entreprise, déjà au niveau de votre entourage. Votre entourage, encore une fois, la famille, les amis, et puis toutes les connaissances que vous pourriez avoir et qui pourraient vous transmettre, ne serait-ce que des coordonnées ou des noms d'entreprises ou des noms de responsables ou des personnes qui seraient en capacité de vous mettre en relation avec différentes entreprises. Ensuite, vous avez aussi vos anciens lieux de stage ou enfin, job étudiant, job saisonnier, qui sans nécessairement pouvoir vous accueillir dans le cadre d'une alternance, peuvent tout au moins vous orienter sur des contacts, sur des entreprises qu'elles connaissent et qu'elles ont dans leur réseau qui pourraient être intéressées par votre profil et par votre CV. Donc ça, c'est important aussi de pouvoir solliciter les anciennes entreprises dans lesquelles vous avez pu travailler, ne serait-ce que dans le cadre d'un stage. Toujours voir le stage comme une expérience professionnelle et pas comme une obligation liée à de la formation. Et donc de pouvoir reprendre contact avec ces entreprises pour justement à votre tour rentrer dans leur réseau et qu'ils puissent vous aider, pourquoi pas, dans cette démarche. Ensuite, on va passer sur une logique de réseaux sociaux professionnels. Donc, utiliser les réseaux sociaux dans un but et à vocation professionnalisante. Donc, on a pour habitude de citer quasi exclusivement LinkedIn. Donc, c'est un réseau social professionnel qui vous permet d'avoir accès à différents contacts, développer votre réseau par rapport à ça et d'avoir des informations finalement qui viennent à vous. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. On peut se faciliter la tâche par rapport à ça et ne pas être dans une logique incessante d'aller rechercher des offres ou d'aller rechercher des contacts entreprises. On a aussi les réseaux sociaux professionnels qui vont vous faciliter tout cela et vous permettre d'accéder à de l'information qui viendra directement à votre portée de main. Donc, les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn sont très importants et vous devez vous pouvoir y être présent, ne serait-ce que vis-à-vis des entreprises, puisque les entreprises aujourd'hui, elles utilisent LinkedIn d'une part pour communiquer sur leurs offres et aussi vérifier les profils professionnels quand elles ont des CV. Et donc, c'est un complément à votre candidature ou tout au moins à votre profil qui sera nécessaire d'avoir. Donc, les réseaux sociaux professionnels, encore une fois, vont vous permettre d'avoir cette interface et cette vitrine-là sur on va dire, Internet de manière générale et vont vous permettre d'avoir accès à de l'information, à des offres en alternance qui n'existent pas forcément sur des sites d'emploi. On a les salons et forums emploi. Je pense que pour cette année, on va laisser de côté puisque la situation actuelle fait que généralement ces salons ou forums sont annulés. Mais dans tous les cas, quand il y aura la possibilité ou quand certains salons ou forums pourront se mettre en place, c'est vraiment un lieu où il faut se rendre et un lieu où finalement vous allez avoir accès à des professionnels qui viennent pour justement avoir des contacts, pour rencontrer des personnes et toujours se dire que aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont très attentives à ce genre d'événement parce que ça permet de rencontrer des personnes et d'avoir déjà un premier échange. Et ça enlève la barrière justement du CV et de la lettre de motivation. C'est-à-dire qu'une entreprise, si elle reçoit votre CV, votre lettre de motivation, elle ne va pas forcément aller plus loin. On dit que si elle vous croise pendant 5 minutes, elle a la possibilité de discuter avec vous et qu'il y a un feeling.
dans ces cas-là, elle pourra peut-être aller plus loin. Donc ces moments d'échange que sont les salons et les forums sont très importants aussi. Ensuite, on a les sites internet de recherche d'emploi un peu classiques. Je dirais, s'il fallait n'en citer qu'un, ce serait plutôt Indeed, qui va regrouper les différentes offres qui peuvent exister. On a souvent la question, est-ce qu'il existe des sites spécifiques liés à l'alternance? Il n'y a pas forcément ce type de site. Par contre, il y arrive assez régulièrement qu'aujourd'hui, ces sites comme Indeed notamment puissent publier des offres d'emploi en alternance. Rien ne vous empêche également, dans une logique de prospection des offres qui peuvent exister, de postuler sur des offres qui ne sont pas précisées en alternance, mais qui correspondent tout à fait à vos compétences et qui peuvent être identifiables comme telles et que vous puissiez vous positionner sur ces offres en, en essayant de promouvoir l'alternance et en mettant bien entendu en valeur votre parcours. Et ensuite, bah, les partenaires du département qui peuvent exister, j'y reviens, ce sont déjà alors après, ça dépend la façon dont on voit les choses, mais aujourd'hui, bah, justement, c'est finalement toute la posture et tout l'objet que revêt l'intérêt d'être en relation assez constante avec votre chargé de développement alternance qui va vous accompagner dans le cadre de vos démarches pour que ce soit lui aussi, finalement, qui puisse vous accompagner dans cette démarche et notamment les entreprises avec lesquelles nous avons des partenariats. Donc dans cette logique-là, on sera toujours beaucoup plus attentif à des profils qui vont être demandeurs, qui vont être en relation assez régulière, qui vont montrer de l'intérêt par rapport à la recherche de l'alternance. Donc là aussi, la motivation, elle fait beaucoup par rapport à ça et par rapport à l'accompagnement que vous aurez de la part du chargé de développement alternance. Alors justement, par rapport à ça, il faut distinguer les deux cas de figure qu'on peut rencontrer dans la recherche d'une offre en alternance. Donc, on a les offres d'emploi des partenaires. Donc ça, ce sont les offres d'emploi que nous allons avoir de la part de nos partenaires, de la part des entreprises. Et ces entreprises, finalement, elles font appel à nous comme une sorte de cabinet de recrutement en disant, ben voilà, par rapport à un besoin, par rapport à une formation ou par rapport à des compétences, quels sont les profils que vous, en tant qu'université, vous pouvez me soumettre? Et donc, bien sûr, nous, on va intervenir en disant, bah, l'idée, c'est de transmettre les candidatures, les CV des candidats qui ont le plus de pertinence par rapport aux besoins, par rapport aux compétences recherchées par l'entreprise et par rapport également au projet professionnel. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Au-delà de ça, comme je le disais précédemment, on a beaucoup d'entreprises aussi qui, au-delà des compétences, sont très intéressées par ne serait-ce que le savoir-être et les motivations, donc des traits de personnalité aussi qui vont vous faire sortir du lot des personnes qui sont dans certains domaines peut-être dynamiques, bah, ça va intéresser sur des métiers qui ont justement besoin de quelqu'un qui soit assez moteur. Et inversement, des personnes qui vont être plutôt dans attentifs et constructifs, bah, dans certains domaines d'activité, ça va être beaucoup plus apprécié. Donc nous, on va être aussi là dans une sorte de puzzle, de pouvoir prendre les éléments de vos candidatures et des particularités finalement de votre candidature pour pouvoir essayer de les mettre en adéquation avec l'offre de l'emploi de notre partenaire. Et bien entendu, dans ce cadre-là, vous êtes coaché derrière pour justement vous préparer à cela. Mais ce qui fait que par rapport à ces partenaires, nous, on fixe finalement une sorte de liste de candidats qui correspondent à l'offre et vous êtes en concurrence vis-à-vis de vis-à-vis ces autres candidats. Et bien entendu, il y a vos démarches personnelles, donc le fait de postuler à des offres ou des candidatures spontanées, où là, finalement, vous êtes moteur, encore une fois, de cette action et vous serez finalement parfois les seuls à postuler au sein d'une entreprise parce que vous aurez trouvé peut-être la bonne entreprise ou une entreprise qui a un besoin à un moment donné, puisque généralement, on est aussi sur être au bon moment, au bon endroit. Ça, c'est aussi un point important. D'où l'intérêt de faire des candidatures spontanées, puisqu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a plus de chances de trouver une alternance et un emploi de manière générale via des candidatures spontanées qu'en postulant à des offres. Postuler à des offres, vous aurez toujours des dizaines de candidats qui vont faire la même chose que vous. Candidature spontanée, il ne faut pas s'arrêter aux entreprises que l'on connaît, il faut aller beaucoup plus loin que ça. On connaît généralement 5% des entreprises d'un territoire. Donc, c'est aller rechercher de l'information. Ça, tout le monde ne le fait pas. Et parfois, il y a des entreprises qui ne reçoivent qu'une à deux candidatures
sur 1 ou 2 mois et qui ont des besoins, parfois plus de besoins que d'autres. Donc c'est important aussi de faire ces candidatures spontanées et de pouvoir être acteur par rapport à cela et bien entendu, vos démarches personnelles, vous maximisez vos chances de pouvoir trouver un contrat en alternance puisqu'encore une fois, vous serez Je vais terminer avec cette dernière diapo où, là, on va parler davantage des outils. Donc, bien évidemment, ces outils ils vont être en lien avec tout ce qu'on a pu dire auparavant, avec l'importance d'avoir un projet professionnel bien défini et qui soit pertinent par rapport à votre zone de recherche et à la formation que vous envisagez. La manière de pouvoir capter nouvelles cibles, de nouveaux contacts, et puis comment finalement articuler vos démarches personnelles et le travail de votre chargé de développement de l'alternance qui est là pour vous accompagner. Euh, les outils sont essentiels. Hein. Quand on parle des outils ici, c'est le CV, la lettre de motivation. Euh, c'est un peu votre vitrine finalement. C'est-à-dire que forcément, ce sont les documents au travers desquels va passer votre candidature. Il faut qu'ils soient synthétiques, accrocheurs, qu'ils donnent envie aux recruteurs d'aller plus loin. Donc c'est vrai que le gros travail il va être autour de ces deux outils, le CV, la lettre de motivation. Sachez que votre chargé de développement de l'alternance sera là pour vous accompagner sur la rédaction de ces outils. Alors, la rédaction, peut-être pas, je pense que vous avez tous une première ébauche de CV. L'idée sera de vous aider à les adapter pour l'alternance. Souvent, les outils sont bons. Hein, on n'est pas en train de dire que vos outils ne sont pas bons, mais sont-ils réellement adaptés à une recherche d'emploi en alternance? Quand on est étudiant, qu'on recherche principalement des stages, on va mettre l'accent peut-être sur d'autres aspects. Euh, on va mettre en avant plutôt la formation, on va mettre vraiment les connaissances acquises dans le cadre du cursus scolaire vraiment en premier plan. Pour l'alternance, j'allais dire qu'il faut basculer dans un autre monde qui est le monde professionnel. Et ici, venir employer un vocabulaire qui va parler à vos futurs, enfin aux recruteurs, futurs employeurs, parler en termes de compétences professionnelles, en termes d'atouts professionnels, aussi de compétences transverses, ou autrement dit, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de soft skills. C'est tous ces éléments-là sur lesquels on va vous aider à travailler. Et finalement, on se rend compte aussi avec l'accompagnement qu'on peut faire des étudiants en recherche d'alternance, c'est que souvent, il y a une carence un peu en confiance en soi, valorisation de parcours. C'est souvent ce qui fait défaut. On nous dit, on entend souvent, je ne sais rien faire, je n'ai pas d'expérience. Et c'est là qu'on passe à côté de petites pépites parce que peut-être un job d'été dans le cadre dans une entreprise qui peut coller avec votre projet professionnel mériterait d'être valorisé et on va le minimiser sur le CV. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'on va essayer de travailler avec vous, vraiment travailler sur un aspect de valorisation et on insiste bien sur l'aspect professionnalisation. Euh, des fois, on me fait des remarques aussi quand je fais quand je retravaille des CV, on me dit bah oui, mais on m'a dit tout l'inverse avant. Bah oui, mais peut-être que la personne qui vous accompagnait avant, elle avait un objectif totalement différent par rapport à votre candidature et moi, ça ne me choque pas du tout. Il faut vous dire que votre CV, il est évolutif et il faut qu'il le soit. S'il était figé dans le temps, ce serait finalement, c'est complètement à l'opposé de l'essence même de l'outil, en fait. C'est-à-dire qu'il doit vraiment évoluer avec vos projets. Et limite, on dit même que quelquefois, une lettre de motivation, c'est certain, elle doit être propre à chaque candidature. Un CV peut-être moins, mais en tout cas, il mérite quand même d'être adapté à la candidature que vous voulez formuler, au poste que vous visez. Donc, c'est sur tous ces éléments-là qu'on pourra travailler. Un collectif avec des conseils vraiment qu'on pourra vous apporter au global, et puis en individuel avec des allers-retours qu'on pourra faire par mail, par exemple, sur vos outils pour petit à petit les améliorer.
Voilà pour cette première partie. Vous pouvez commencer à poser vos questions. Alors, j'avais un souci de micro en début de réunion. Je n'ai plus de remarques, donc je pense que ça va mieux, j'espère. Dans l'attente de vos premières questions, je vais charger la présentation habituelle donc pour ceux qui qui ont l'habitude de suivre les réunions d'info. Je vous mets à chaque fois en fin de réunion les démarches à réaliser pour pouvoir faire aboutir votre projet d'alternance. Encore une fois, vous pouvez être à des étapes bien différentes hein, selon la date à laquelle vous avez engagé cette première étape qui est de candidater sur notre espace en ligne Ulco Candidat ou Parcoursup. Hein. Parcoursup maintenant est clos. Hein. C'est vrai que les principaux vœux ont été formulés. Maintenant, on est dans la phase de sélection. Ulco Candidat, c'est la plateforme pour candidater en ligne de l'université. Pour montrer votre souhait de postuler en alternance, il faut déposer un dossier en alternance sur cette plateforme. Ensuite, va se mettre en place la préacceptation pédagogique de votre dossier. Enfin, on veut aboutir à la préacceptation pédagogique de votre dossier. Va se mettre en place la sélection, tout simplement, par le responsable de formation. Une fois qu'on a obtenu un avis favorable, à partir de là, on entre en relation avec son chargé de développement alternance pour qu'il puisse vous aider à la recherche de l'entreprise. J'insiste bien sur un point, une fois que vous avez un premier contact avec une entreprise, on dit que, comme on dit, vous avez ferré une entreprise. À partir de là, il faut vite passer le relais à votre chargé de développement de l'alternance qui pourra la renseigner sur les dispositions pratiques de mise en œuvre de l'alternance, les modalités administratives, financières. Ça n'est pas de votre ressort, il faut vite passer le relais à ce moment-là à votre chargé de développement de l'alternance qui va gérer la mise en place du contrat et pour aboutir à la signature pour la prochaine rentrée universitaire. Donc voilà pour les démarches dans les grandes lignes. Je vois qu'on a des questions. On va commencer avec, ça va être Malvina, qui me demande une précision sur le terme de soft skills. Donc, en fait, c'est un terme qu'on voit de plus en plus. Hein, si vous lisez un petit peu des articles autour des RH ou du recrutement, les soft skills, en fait, ce sont toutes les compétences. Donc, ça s'oppose, en fait, si je ne me trompe pas, Greg, aux hard skills. C'est les compétences plutôt techniques, en fait, liées à votre cœur de métier. Et tout ce qui est soft skills, c'est lié finalement plutôt davantage attaché à votre personnalité. Et donc, on va ici sur des compétences transverses, c'est-à-dire des compétences qui ne sont pas forcément liées à votre compétence technique de base, à votre domaine de compétences, mais liées à votre personnalité, tout ce qui est compétences décisionnelles, relationnelles, organisationnelles. Ça va être finalement tout l'enrobage, on va dire. En fait, un individu est composé dans la théorie hein, de compétences techniques de base et après de compétences transverses qu'il peut donc mettre à profit dans plusieurs contextes et plusieurs secteurs d'activité. Toi, c'est un peu ton dada, tout ça. Je ne sais pas si tu veux ajouter des choses là-dessus. Non, mais c'était très bien. En fait, ce sont les compétences comportementales et humaines qui viennent en Voilà. complément des compétences techniques. Donc, comme le disait Hélène, ça peut être très bien finalement la capacité, le sens du collectif. Ça peut être l'animation d'un groupe. Enfin, il y a plein de choses. Et en fait, ce sont ces traits de personnalité au final, ce sont ces compétences personnelles qui vont venir donner du crédit aux compétences techniques. Donc, on est bien là sur de la personnalité, sur de la compétence transversale et humaine qui sont davantage liées à votre personnalité. Voilà, tout à fait. Donc, c'est, ouais. Après, cherchez, hein, vous allez trouver plein de choses dessus. C'est assez intéressant. Et puis, ça permet, vous allez avoir la liste des soft skills, justement. Et ça peut vous donner des idées sur la manière de customiser votre CV et sur quelles compétences je peux mettre en avant, moi, par rapport à mon projet professionnel.
Clémence qui nous demande si on pourra bénéficier de plus de temps pour trouver une entreprise, surtout au regard des circonstances actuelles qui ne sont pas évidentes, effectivement. Alors, bénéficier de plus de temps. Il faut savoir qu'au niveau universitaire, là, on ne va pas décaler les rentrées, ça c'est une certitude, même si on va être dans un contexte encore particulier à la rentrée. Par contre, au niveau de l'alternance, ce qu'il faut savoir, c'est que même en temps normal, vous disposez d'un laps de temps pour une fois je vais essayer de préciser hein, pour être clair. Une fois que la rentrée universitaire a eu lieu, vous disposez encore d'un laps de temps pour pouvoir trouver votre contrat d'alternance. Alors, ce temps peut être plus ou moins long selon votre statut. C'est-à-dire que quand on vous candidatez en alternance dans une filière, on vous dit tout le temps de postuler aussi en formation initiale. Autrement dit, postuler sous statut d'étudiant. Pourquoi? Parce que forcément, votre entrée en formation dépend de la signature de votre contrat d'alternance si vous ne postulez que sous statut alternant. Donc forcément, si vous n'avez pas d'entreprise, vous ne pouvez pas démarrer les cours. Si vous postulez en tant qu'étudiant dans la formation, vous pouvez démarrer les cours en tant qu'étudiant. Et là, comme vous êtes intégré en formation, vous suivez les différents cours qui vous sont proposés. Au niveau pédagogique, de ce fait, ça ne pose pas de problème à ce que vous bifurquiez ensuite sur un statut d'alternant. Et ça peut être possible facilement jusqu'à, on va dire, 3 mois après la date de rentrée universitaire. C'est effectivement pour cette année, on va avoir aussi des dispositions gouvernementales qui vont venir adapter aussi ce délai hein, et laisser aussi davantage de temps aux alternants pour pouvoir trouver leur entreprise d'accueil. Il est certain, je vous rejoins Clémence sur le fait que on pense qu'on va avoir une campagne qui va être légèrement décalée dans le temps et que forcément on a des contrats qui vont se signer tard. Mais la normalité, on va dire, c'est pour nous déjà de signer un peu de contrats avant les vacances d'été, environ 15-20%. On a à peu près, on va dire, 60% qui va se signer entre fin août et mi-septembre. Et encore le reste, donc on va encore avoir 20% des contrats qui vont se signer après la mi-septembre et ce jusqu'à janvier. Donc déjà dans la normalité, on a une campagne qui est quand même bien étalée dans le temps. Et là, cette année, on pourra tout à fait faire face et accompagner ces projets qui pourraient être tardifs sans trop de soucis. Donc, ça rejoint la question de Léa, jusqu'à quand pouvons-nous trouver une entreprise? Voilà, l'important, c'est vraiment d'être intégré en cours en tant qu'étudiant pour ne pas louper la formation. Hein, et de ce fait, vous allez pouvoir bénéficier d'un délai beaucoup plus conséquent pour pouvoir ensuite trouver un contrat d'alternance. Ouais, pour la majorité des formations, de toute façon, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de contrat en alternance en septembre que toutes les démarches doivent être totalement abandonnées. Bien au contraire, justement, par rapport à la question de Clément sur le Covid, vraisemblablement que les besoins de l'entreprise vont être aussi décalés par rapport aux habitudes. Et de ce fait, on peut penser qu'en septembre-octobre, il y aura encore des offres et pas mal d'offres qui pourront exister. Donc, c'est pour ça, la rentrée n'est pas forcément la date ultime pour trouver un contrat en alternance. Il y a encore un temps de 3 mois, comme le disait Hélène, pour poursuivre les investigations et trouver une entreprise. Et les entreprises ont l'habitude, hein, il y a certaines entreprises qui ont pour spécialité d'attendre et d'être plutôt on va dire, dans une sorte d'été indien du recrutement alternant pour justement se dire en octobre et parfois novembre, on fait nos recrutements. Donc voilà, donc il y a du temps, quoi qu'il arrive, il y a du temps. Ouais. On a Valentin qui pose la question faut-il attendre l'entretien collectif pour pouvoir contacter son chargé de développement alternance? Donc,
Alors, l'entretien collectif, ça doit être, c'est spécifique à une formation, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément retrouver ça dans toutes les formations. Je pense que vous parlez de l'entretien de sélection de candidats pour votre, donc qui est mené par le responsable de formation pour qu'il puisse statuer sur votre candidature. Le chargé de développement de l'alternance va entrer en piste une fois que votre dossier de candidature aura été validé par le responsable de formation. Alors ça, c'est très facile à comprendre, hein. C'est tout simplement que on ne va pas commencer à accompagner à la recherche d'entreprise, au coaching, si on n'est pas sûr que vous ayez une place au sein de la formation. Ça peut en quelque sorte griller des partenariats avec des entreprises. Imaginez qu'on envoie votre candidature à une entreprise avant que vous soyez validé par le responsable de formation. L'entreprise est intéressée et derrière, on a le responsable de formation qui vient nous dire que non, ça ne colle pas et que vous n'êtes pas retenu pour la formation. Ça peut être vraiment problématique. Donc, effectivement, il faut attendre d'avoir cette validation pédagogique avant d'entrer en contact avec son chargé de développement de l'alternance. Et d'ailleurs, c'est lui qui va prendre contact avec vous dès lors que votre candidature aura été validée. Et une autre question qui se rapporte aussi à cette démarche de sélection, quand aurons-nous la réponse? Alors la réponse, elle va être forcément, elle va dépendre du moment où vous avez déposé votre dossier de candidature. Il faut savoir que l'université s'engage, alors on va dire que cette année, elle va s'engager à respecter un délai de 2 mois pour vous répondre. Normalement, c'est une obligation légale, mais dans les circonstances actuelles, l'obligation elle a été levée, mais on s'est quand même engagé à répondre à l'intégralité des candidatures, par la positive ou la négative, hein, mais à répondre en tout cas dans un délai de 2 mois. Donc au max 2 mois, en général, ça prend beaucoup moins de temps, hein, mais il est vrai que ça peut aller jusqu'à 2 mois. Si vous voulez me mettre un petit peu plus de précision sur la formation sur laquelle vous êtes positionné. Après, si on est dans un délai un peu, enfin si on est hors délai, faut pas hésiter aussi à nous en informer. On l'a fait déjà auparavant dans plusieurs RIC et pour que ça accélère un petit peu les choses. La vérification des pièces du dossier prend combien de temps en règle générale? Ça, pareil, normalement, c'est très rapide. Vous êtes, après, on a une formation qui a été remontée dans les réunions d'information précédentes sur la licence pro QSSE de Boulogne-sur-Mer, où il y avait beaucoup de candidatures qui restaient en attente depuis un certain temps. J'avais contacté le responsable de formation qui a fait le nécessaire. Ils étaient vraiment, vraiment, vraiment débordés avec pour faire face à la situation actuelle. Et il a tout fait pour pouvoir trouver des solutions et donc notamment de pouvoir identifier une nouvelle personne pour la vérification des pièces pour que ça avance justement de ce point de vue-là. Donc, je ne sais pas si cette formation-là, mais en général, la vérification des pièces, elle se fait dans le délai d'une semaine, hein, d'une semaine à peu près. Et, ensuite, une fois que les pièces sont validées, ça passe en commission et c'est là que se met en route le délai de 2 mois. Donc, Évangéline, si vous voulez bien peut-être préciser la formation. C'est en Dust, ouais. Dust BC2. Ah, d'accord. Donc voilà, bah, après si si on est dans le délai d'une semaine, je pense que c'est un délai normal. Après si vous en tout cas la responsable du Dust est connectée, je l'ai aperçue, donc elle pourra faire le nécessaire si on est dans un délai qui dépasse un petit peu. Après, il faut savoir qu'on est tous en télétravail. Alors, bon, je ne veux pas vous trouver d'excuses, hein, mais c'est vrai qu'on a dû s'adapter à une situation qui est unique hein, pour tout le monde. De toute façon, personne n'a jamais vécu ça. Hein, et c'est vrai que voilà, ça peut quelquefois. Ah oui, d'accord. Donc, j'ai d'avoir la réponse de Sophie qui disait que. Oui. Donc, il y a pas, là, pour le coup, ouais, on est dans les temps, archi dans les temps. Mais c'est vrai qu'on peut avoir des délais un petit peu allongés par rapport à ce qu'on a en capacité de produire normalement, bien que franchement, nos équipes ont répondu présentes et
on arrive à quand même assurer une continuité de service qui est à saluer parce que c'est vraiment, je pense qu'on s'est vraiment bien organisé pour répondre un maximum aux sollicitations qu'on pouvait recevoir. On a une autre question très spécifique sur le rythme d'alternance en master supply chain. Alors, je vais peut-être dire des grosses bêtises, mais de mémoire, c'était des rythmes à la semaine complète. Après, ce que je peux vous inviter à faire, c'est prendre contact avec toujours votre chargé de développement de l'alternance qui pourra vous envoyer le calendrier précis, avec les dates précises et les semaines de cours bien identifiées. Ces documents-là, on est en mesure de vous les fournir. Alors, ils sont en phase de finalisation pour beaucoup, mais dans tous les cas, on est en capacité de vous renseigner sur le rythme de façon générale. Si vous voulez, je peux vous mettre ces coordonnées. Sinon, a priori, les calendriers sont sur le site de l'université. Master. Ah, d'accord. Ah oui, ils ont fait peut-être le nécessaire aussi pour. Oui, d'accord. Donc, vous pouvez vous rendre sur le site de l'université, sur la page du master, vous allez retrouver le calendrier. Alors, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Ah bah, Grégory a mis le lien effectivement pour pouvoir candidater pour pouvoir candidater, pour pouvoir vous renseigner sur les rythmes d'alternance. Après, j'avais déjà sollicité Monsieur Berthoud sur des prises de contact lors des autres réunions d'information et là, il allait prendre contact avec les candidats qui lui avaient déjà écrit. Là, il était surtout dans une phase de sélection pour le moment. Et donc là, il va passer sur la phase d'accompagnement. Donc un peu de patience, mais ça ne saurait tarder. D'autres questions peut-être sur les démarches de recherche ou plus générales. Ça peut dépasser le thème sans souci. Alors, on a une question d'Évangéline sur le financement. Si votre dossier est accepté, je dois voir avec Pôle emploi. Donc, je suppose que vous êtes actuellement demandeur d'emploi. Et donc, l'alternance en tant que demandeur d'emploi, est-ce que c'est bien l'objet de votre question? Suspense. Pardon? Suspense. Ouais. Quoi qu'il arrive, à qui tu demandes? Ah, d'accord. Alors. D'accord. Après, il faut savoir qu'en étant demandeur d'emploi, là, vous avez suivi le DUDGM, je pense, en tant que demandeur d'emploi. Le fait d'être demandeur d'emploi peut tout à fait vous permettre d'accéder à un statut d'alternance sans aucun souci. Il n'y a pas de démarche particulière à faire, si ce n'est après, une fois que vous avez signé votre contrat, de déclarer votre nouvelle situation à Pôle emploi. Le Pôle emploi n'entrera pas dans le financement du dossier, puisque dans le cadre de l'alternance, c'est bien l'employeur qui prend en charge la totalité des coûts liés à l'alternance. Alors, pas directement, parce que derrière, il a organisé tout ça, c'est organisé et puis c'est un organisme qu'on appelle un OPCO, un opérateur de compétences qui va prendre en charge les coûts liés à la formation. L'employeur va prendre en charge votre rémunération et voilà, Pôle emploi n'interviendra pas si ce n'est pour un éventuel complément
complément de rémunération si votre rémunération en alternance est en deçà de ce que vous percevez en allocation retour emploi. De manière générale, de toute façon, si vous êtes inscrite à Pôle emploi, en effet, ça ne vous empêche d'une part pas de faire de l'alternance et puis vous serez en situation d'emploi puisque le contrat en alternance reste un dispositif, d'emploi, un contrat de travail donc voilà, toute la partie liée au financement de la formation sera plus Pôle emploi comme le disait Hélène qui portera, mais ce sera bien un organisme différent. Ouais. On a Léa qui nous dit qu'elle a été acceptée en GEA en alternance et elle n'a pas postulé en formation initiale. Donc, si je ne trouve pas d'entreprise, est-il possible de basculer? Alors, pas de droit, c'est-à-dire que, alors après, moi, je ne connais pas forcément les dispositions prises par le responsable de formation de GEA. Il y a des responsables de formation qui l'acceptent, ça, de basculer. D'autres pas, parce que d'autres peuvent avoir des effectifs complets à la rentrée. Et en fait, quand vous allez vous rendre compte, enfin quand vous allez vous rendre compte, c'est pas le bon terme, mais si en septembre vous n'avez pas trouvé d'entreprise d'accueil, les effectifs peuvent être bouclés de l'autre côté. Donc vraiment, enfin moi j'insiste toujours sur le fait de faire deux candidatures bien distinctes et, ça vous assurera en tout cas votre place en formation initiale. Alors peut-être qu'en faisant ça, le responsable de formation va vous dire bah non, c'était pas la peine, mais moi je préférerais quand même assurer les arrières et ça vous assurera vraiment la place à la rentrée. En fait, c'est très tardif hein, quand finalement vous avez. Enfin, ce serait délicat de se dire bah, si en juillet j'ai pas trouvé, je bascule en formation initiale. Ça, c'est pas la bonne attitude. Je pense qu'il y a une qualité essentielle dans le cadre de la recherche d'entreprise, c'est la persévérance. C'est-à-dire que bah, vous l'avez compris hein, quand on a énoncé la temporalité, il y a beaucoup de contrats qui signent après la rentrée universitaire aussi. Et donc, si vous vous empêchez si vous empêchez de continuer à être actif dans votre recherche à ce moment-là, j'allais dire autant ne pas démarrer vos recherches du tout. Hein. C'est vrai que il vaut mieux du coup mettre toutes les possibilités qui sont, enfin tout ce qui est en votre pouvoir pour vous assurer une place en formation et pour pouvoir basculer ensuite. Toi, Greg, tu connais assez bien DUT-GEA. Je ne sais pas quelle était leur posture par rapport à ça. Alors, enfin, aussi un 1er point, c'est voir, avec vous Léa, quel est votre statut actuel? C'est-à-dire que si, vous êtes déjà en rupture avec votre, parcours de formation, ou vous êtes peut-être un profil formation continue déjà sans le savoir et pas forcément un profil formation initiale. Donc ça, c'est déjà un 1er point à voir. Et puis, moi de toute façon, il faut, dans ces cas-là, meilleur interlocuteur, ça va être, le responsable de la formation ou même le chargé de développement de l'alternance, là, pour le coup, Ouais, sur le DUT-GEA qui va vous donner les informations et la marche à suivre. Peut-être que ce sera juste une information en interne au niveau de l'IUT ou peut-être en effet une nouvelle démarche. Mais ça dépend aussi de votre statut. Aujourd'hui, si vous êtes actuellement en formation ou vous êtes en train de passer le bac et que vous êtes sur le DUT, vous passez sur le DUT GEA, dans ces cas-là, en effet, c'est de la formation initiale. Mais si ce n'est pas le cas, et si vous avez une expérience professionnelle depuis quelques années, bah, dans ces cas-là, vous êtes un profil formation continue que la FCU, entre guillemets, chapeaute. Donc voilà, donc c'est important aussi d'avoir ce premier degré d'information pour vous conseiller sur la formation initiale ou pas. ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, j'ai pas tilté que c'était même une candidature à la base Parcoursup de toute façon, effectivement. Ouais. Donc, ah oui, d'accord, vous reprenez vos études, donc vous êtes formation continue. Donc, il faudrait postuler en formation continue et non pas en formation initiale. Donc, euh, assurer un dossier aussi formation continue qui vous assure d'avoir cette place au sein du groupe. Et donc, il faut effectivement rapprochez-vous de Mélanie Pereira qui pourra vous donner les informations quant aux démarches à suivre. Et donc, ça sera bien que ce ne sera pas de la formation initiale pour le coup. Voilà, voilà. Donc, vous allez être dans le même groupe que les alternants, en fait, et sous statut de demandeur d'emploi. Pour la formation continue, peut-on candidater si on a moins de 18 mois de Pôle emploi?
Alors, c'est pas trop les mois de Pôle emploi qui comptent pour la formation continue, c'est plutôt les mois qui se sont écoulés depuis vous avez quitté le parcours scolaire initial. Donc, vous pouvez être inscrit à Pôle emploi depuis 2 heures, mais il faut que vous ayez quitté votre formation initiale depuis plus de pas 18 mois, mais 24 mois pour pouvoir bénéficier d'un statut d'étudiant en formation continue. Si vous voulez plus d'infos là-dessus, puisque là on sort un peu du cadre de l'alternance, ne faut pas hésiter à nous écrire un mail, hein. Je vais remettre mon mail ici. Je ne vous ai pas encore vu dans les réunions, donc je ne sais pas si vous l'avez, je vous le remets. Hop. Et je vous orienterai convenablement, enfin, auprès des bonnes personnes pour vous accompagner dans ce projet sous statut demandeur d'emploi. Mais dans tous les cas, enfin, si on parle aussi de l'alternance, enfin voilà, vous pouvez tout à fait candidater en alternance, même si vous avez 18 mois de Pôle emploi ou 2 heures de Pôle emploi. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Et puis bon, on est aussi un petit peu en stand-by par rapport à ça, puisque en fait, les conditions finalement de rupture avec et d'interruption d'études, elles peuvent évoluer. Et ça pourrait être le cas aussi. Aujourd'hui, c'est 24 mois, mais ça pourrait changer dans les prochains jours et les prochaines semaines. Oui, Donc, c'est pour ça qu'il faut assurer aussi cette veille et par rapport à la formation et au diplôme sur lequel vous allez vous positionner. Et là, au-delà du référent alternance, c'est aussi l'assistante pédagogique qui pourra vous aiguiller par rapport à ça. Mais dans tous les cas, c'est le chargé de développement alternance qui pourra vous transmettre les coordonnées au besoin ou se renseigner pour vous transmettre l'info. ouais. Ensuite, on a Mamadou qui demande si c'est bien l'entreprise qui prend en charge les frais liés à la formation universitaire. Donc oui, dans le cadre de l'alternance, c'est bien l'entreprise qui prend en charge ces frais. Les frais d'inscription en tant que tels, donc là on parle des frais qui incombent à chaque étudiant qui s'inscrit à l'université, donc c'est de l'ordre de 180 € pour un cursus licence et 320 de mémoire pour un master. Ces frais-là, vous en êtes exonéré, puisqu'un apprenti, un alternant de façon générale, ne peut supporter aucun frais lié à sa formation. C'est interdit par la loi. Et Mamadou qui me demande ensuite si je peux réexpliquer le financement de la formation par l'OPCO. Alors, OPCA, c'était leur ancien petit nom. Depuis la loi de 2018, ils ont été rebaptisés en OPCO, opérateurs de compétences, mais leur rôle en matière d'alternance reste sensiblement le même. C'est-à-dire que ce sont des organismes auprès duquel enfin, c'est plus exactement vers eux que les entreprises vont cotiser, mais en tout cas, l'entreprise est redevable d'une cotisation pour la formation professionnelle de ses salariés. Elle paye cette cotisation, on va s'épargner les jeux d'acteurs, et à partir de là, le rôle des OPCO, c'est à partir des ressources dont ils vont disposer pour justement cette enveloppe un peu cette enveloppe financière pour le financement de la formation professionnelle, c'est de pouvoir redistribuer ces fonds aux entreprises qui en font la demande, donc par des dépôts de dossiers. Et donc, l'alternance fait partie de ces dispositifs. Et donc, à partir du moment où l'entreprise a un projet de formation en alternance, elle va soumettre le dossier à son OPCO et qui va se positionner sur une prise en charge. Donc, ces prises en charge, elles peuvent être totales, elles peuvent être partielles. Ça, après, c'est vraiment le chargé de développement de l'alternance qui se charge de toutes ces démarches-là. Vous, en tant qu'étudiant, vous n'avez pas de démarche particulière à faire là-dessus. Et sachez qu'on fait le maximum pour que les conditions financières soient remplies et pour faire aboutir le dossier. Donc là, on entre quand même dans un aspect assez technique, mais effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est que vous, en tant qu'alternant, vous ne supportez aucun frais lié à votre scolarité. Ce que j'allais dire, c'est sur le mode de fonctionnement de l'OPCO et du financement de la formation. Si vous êtes amené à être en relation avec une entreprise qui vous pose la question, là aussi le réflexe, c'est le chargé de développement alternance qui pourra vous renseigner et surtout renseigner l'entreprise pour bien expliquer le mode de fonctionnement, puisqu'en fait, on a plusieurs OPCO selon les branches d'activité et avec des politiques parfois qui sont un peu différentes. Donc là-dessus,
une personne bien identifiée, ça reste le chargé de développement alternance qui pourra vous aiguiller l'entreprise sur ces différentes questions. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions? Je vous laisse le temps d'écrire. Donc, effectivement, Léa, Sophie et Nicolas ont aussi complété nos réponses. Effectivement, en étant en formation continue, vous pouvez démarrer comme un étudiant en formation initiale, en formation continue finalement, et bifurquer ensuite sur un statut d'alternance sans aucun souci. Donc, à part les frais d'inscription, l'entreprise ne paie que la rémunération de l'alternant. Elle ne paie même pas les frais d'inscription. Les frais d'inscription, vous en êtes exonéré. Donc, en fait, c'est au niveau de l'université où, en fait, on ne les fait pas payer aux alternants. Effectivement, l'entreprise, alors ne paie que la rémunération. Comme je l'ai dit, on peut avoir des prises en charge totales ou partielles. Il se peut qu'il reste des coûts de formation à la charge de l'employeur, mais ça, on essaie de l'éviter un maximum. Mais effectivement, le poste principal à la charge de l'employeur, ça sera votre rémunération. Après, si vraiment il y a des questions plus spécifiques, enfin ça, on verra aussi au moment venu, c'est-à-dire que on n'est jamais très précis dans la manière de présenter ces aspects-là de l'alternance, parce que finalement, c'est très technique, c'est beaucoup d'informations qui finalement, alors que vous n'êtes pas directement concerné, mais en temps voulu, quand ça se présentera, on vous serez bien évidemment associé à toutes les démarches et bien au courant de toutes les démarches qu'on va entreprendre avec votre futur employeur. Y a-t-il des prises en charge de transport si l'entreprise se trouve assez loin du lieu de l'université? Très bonne question, Évangéline. Alors, tout va dépendre du type de contrat. En apprentissage, vous avez une petite aide. Vous avez une petite aide qui va être, enfin une petite aide. Je dis petite aide parce que c'est une aide qui va être versée à l'année par la région. Et donc pour vous aider sur les aspects transport, hébergement, restauration et aussi pour vous aider à vous équiper pour votre formation. Donc ça, ce sont les aides de l'apprentissage. Au niveau du contrat de professionnalisation, des aides peuvent exister, mais c'est selon l'entreprise. C'est-à-dire que c'est là l'entreprise qui peut participer aux efforts que vous allez réaliser pour pouvoir vous déplacer de votre entreprise à votre lieu de formation. Donc, il y a quelquefois des entreprises qui vous remboursent tout simplement les trajets domicile-école. C'est assez rare, hein, c'est assez rare. Après, il faut savoir aussi que comme vous êtes salarié de l'entreprise, vous bénéficiez de ce que tout salarié a lorsqu'il se déplace en transport en commun, c'est-à-dire que l'employeur prend en charge 50% de l'abonnement que vous allez avoir à débourser pour pouvoir alors cette fois-ci, c'est pas enfin, oui, c'est pour vous rendre sur votre lieu de travail, plus globalement les trajets que vous allez entreprendre pour vous déplacer à la fois sur votre lieu de travail et à la fois sur votre lieu de formation. Alors plus de 26 ans, vous pouvez encore avoir accès au contrat d'apprentissage, c'est 29 ans la limite, ouais. 30 ans, 29 ans révolus, 30 ans, ouais. Donc est-ce que vous avez plus de 30 ans? Et donc, désolée, je vais faire un petit peu de mix, mais Mamadou, par rapport à l'évaluation du coût salarial pour une entreprise, il faut savoir qu'il y a des simulateurs qui existent sur le portail de l'alternance. Donc, c'est assez bien fait. Vous rentrez votre âge, vous pouvez vous positionner en tant qu'employeur, vous rentrez votre âge, le niveau de diplôme, et puis ils vont vous calculer la charge annuelle que ça représente pour l'employeur. Donc ça, c'est assez bien fait. Je vais vous mettre le lien si vous voulez. Moi, je le mets. Ah, tu l'as? Parfait. Nickel. Donc, vous pouvez aller sur ce site-là, c'est assez précis. Après, il faut toujours faire attention avec la rémunération parce que c'est encore une fois des bases légales. C'est-à-dire que ce sont les minima légaux.
ensuite, bah, comme ce que je disais à Évangéline, hein, il y a aussi des dispositions propres à l'entreprise qu'il faut prendre en compte. Et donc, vous pourriez estimer, je vais dire n'importe quoi, un coût salarial à 15 000 € sur la base légale. Et peut-être que dans une entreprise, une PME en agroalimentaire près de chez vous, ça sera 15 050 € que vous allez lui coûter. Et peut-être que si c'est un gros groupe dans un autre secteur d'activité, ça peut être 22 000 €. Vous voyez, c'est selon les dispositions qui s'appliquent dans l'entreprise. On peut avoir des conventions collectives plus favorables, des accords d'entreprise plus favorables, et donc qui forcément viennent faire grimper votre rémunération. Donc à prendre toujours avec des pincettes, hein, c'est vraiment un ordre d'idée. Être très prudent, ouais, avec les rémunérations. Ouais, Parce que parfois on a des alternants à 18 ans qui vont être au SMIC et parce qu'il y a une convention de branche en effet une convention collective qui le prévoit comme telle. Donc c'est aussi important puisque quand on passe de 65 du SMIC par exemple au SMIC, bah, le coût pour l'entreprise, il est nettement différent. Donc oui, nous l'intérêt, c'est d'avoir justement les bons éléments pour pouvoir faire quelque chose d'assez bien précis et de cohérent par rapport à ce que l'entreprise va réellement, débourser pour un contrat en alternance. ouais. Et après, ces simulateurs aussi, vous pouvez les retrouver sur certains sites des OPCO, mais on en a pas mal qui le font. Et vous pouvez avoir les niveaux de rémunération, les minima conventionnels. Mais pour ça, il faut connaître l'OPCO de l'entreprise. Et bon, ça, maintenant, c'est assez facile à trouver, hein. Si vous connaissez son domaine d'activité, vous pouvez facilement trouver son OPCO et après aller peut-être creuser là-dessus. Mais après, voilà, c'est nous, des fois, on est aussi des fois un petit peu. On ne sait pas toujours forcément où aller chercher l'info pour calculer clairement une rémunération. C'est pas des infos évidentes mais voilà, dans tous les cas, ça donne quand même un ordre d'idée. Mais comme le disait Grégory, faire attention à ne pas annoncer des chiffres qui seraient bien en deçà de ce qu'elle pourrait supporter réellement. Bien, donc on va encore patienter quelques temps, voir s'il y a d'autres questions. Sinon, je pense que la réunion va toucher à sa fin. Alors, c'était un cycle de réunions d'infos qui était assez intéressant, chargé en question, justement. Je pense il y avait une réelle utilité à les mettre en place. On va réitérer. Alors, maintenant, on a enregistré, hein, donc ces réunions d'infos, elles sont podcastées. Dès lors que vous participez, vous recevez le lien pour aller les consulter. Bon, vous y avez assisté, donc c'est pas forcément à vous en premier lieu que ça se destine, mais l'idée, c'est de pouvoir après s'appuyer sur ces différents replays pour pouvoir organiser ce type de chat. Mais on va après les organiser de façon beaucoup plus espacée. Voilà, dans tous les cas, on sera toujours dispo pour pouvoir répondre à vos questions. Vous avez aussi nos coordonnées, donc n'hésitez pas à nous solliciter pour des questions plus précises. On écrit. Alors au niveau des vacances scolaires en alternance, ça marche comment? Bonne question, puisque comme vous êtes salarié, par le biais de l'alternance, il n'y a plus de vacances scolaires. Donc ça, c'est aussi un élément, qui a sans doute été évoqué dans les réunions, précédentes. Donc plus de vacances scolaires. Par contre, comme vous êtes salarié, bien entendu, vous disposez des congés payés de l'entreprise, en sachant que ces congés payés sont à prendre exclusivement et impérativement sur le temps passé en entreprise et pas sur le temps passé en formation. Donc voilà, donc bien prendre en compte que quand on est en contrat en alternance, on a ce statut, salarié qui prévaut et y compris lorsque vous venez en formation, quand vous êtes en cours, vous continuez d'avoir ce statut de salarié, donc ce qui fait que, vous continuez d'être rémunéré par l'entreprise. Voilà, Évangéline.
plus de vacances scolaires en tant que telles, mais des congés payés dans tous les cas. Pour celui qui quitte une université pour s'inscrire à l'ULCO, doit-il faire un transfert de dossier? Oui, tout à fait. Le transfert de dossier doit être réalisé d'une université à l'autre pour justement avoir la traçabilité, la continuité de votre dossier universitaire. Alors il faudra nous recontacter, ou recontacter votre, interlocuteur par rapport à la plateforme parce que généralement ça se fait d'une université à l'autre, hein. C'est un contact qui est pris, entre les universités pour faire, pour, la transmission de ces dossiers. Il y a des services parfois qui sont très spécifiques au sein des universités pour s'en occuper. Donc ouais, merci Mamadou pour ces précisions. Bien. Bien, oui. Des plus de questions. Bah, voilà. Évangéline, elle met fin à la réunion. C'est la première fois que vous assistez à ce type de réunion. Bah, nous, c'est la première fois enfin pas la première fois, là, c'est la quatrième, mais c'est vrai que c'est une première expérience et on trouve que c'est assez bah, riche finalement. C'est vraiment adapté. Je pense que pour les disponibilités de chacun, ça se prête bien. On prend 1 heure, on est efficace. Donc je pense que ça va rester dans le temps, comme quoi les situations les pires peuvent avoir des aspects positifs. Donc on réitérera quoi qu'il en soit, comme je le disais. Et puis bah, merci encore pour votre participation active et on ne manquera pas de vous tenir informé des prochaines dates à venir, peut-être avec de nouveaux thèmes. Tout à fait. On vous souhaite le meilleur dans tous les cas pour l'obtention d'un contrat d'alternance et Oui. réussite dans cette optique. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tout le monde.